Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et j'ai la chance et le plaisir d'aller de nouveau à la rencontre de Morgane. Salut Morgane. Salut. Alors Morgane, ça fait un petit moment, t'as fait partie des premières invités que j'ai eues sur le podcast, puisqu'en fait j'ai rediffusé il y a pas si longtemps que ça mes 20 premiers épisodes et tu fais partie des 20 premières qui m'ont dit oui et qui étaient OK pour lancer l'aventure. Aujourd'hui, je suis à quasiment 200 épisodes. Donc on a bien carburé. Donc ton interview, elle doit dater de 2021 par là. Donc ça fait 3 ans que je t'ai perdu de vue. Enfin, si on peut dire, hein. Et j'étais content de ressaisir l'occasion de venir un petit peu savoir où t'en es. Donc à l'époque, tu étais community manager spécialisé dans l'univers du sport. Je crois que tu continues, tu fais encore ça. Mais je crois que en 3 ans, tu t'es bien développé et je crois que tu as plein de choses nouvelles à me partager, je crois. Ouais, ça fait longtemps. Mais le Covid est passé par là et ouais, ça m'a fait grandir, ça m'a donné un petit tremplin et j'ai évolué aussi sur plein d'autres choses forcément en 3 ans. Il y a de quoi faire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, on va quand même revenir un petit peu sur ce métier, le métier de community manager. Toi, le tien, tu t'es spécialisé dans le domaine du sport, donc je te suis sur les réseaux et je te vois souvent aller crapahuter dans différents endroits assez assez sympa, hein. Donc après il y a des endroits dans le désert, j'ai vu, donc c'est des super expériences. Comment comment tu vis ce métier-là? En fait, ça fait plus de 3 ans que tu fais ça maintenant. Ça fait 5 ans, ça a fait 5 ans au mois de janvier, donc ça fait même 5 ans et demi bientôt, ouais. Ouais, donc du coup, t'as des solides assises maintenant pour en parler. C'est ça, ouais. En fait, le métier de community manager, je pense que tout le monde le connaît, du coup, spécialisé dans le sport. Et donc, depuis ces 3 dernières années, on va dire, j'ai un petit peu fait évoluer mon business model, j'ai envie de dire. En gros, j'ai une partie où je vais gérer les réseaux sociaux de mes clients depuis chez moi, classique comme tout le monde connaît. Donc ça me permet de travailler à l'année avec des clients qui sont fidèles parce que la plupart, ça fait 2, 3, voire 4 ans même que je travaille avec eux. Donc voilà. Par-dessus ça, du coup, je fais une partie événementielle et je crois pas qu'il y a 3 ans j'avais commencé. C'est un peu le Covid qui m'a déclenché ce déclic et cette envie de bouger.
Et donc là, du coup, je vais sur les événements directement pour gérer les réseaux sociaux de mes clients. Donc relayer en direct ce qui se passe sur le terrain. Donc j'ai fait 3 années de marathon des sables. Je suis allée sur l'UTMB, la Coupe du Monde de voile, des événements comme ça, des événements au Maroc aussi sur des treks féminins, etc. Et j'ai développé aussi une partie formation. Donc formation en ligne et formation que je donne via des agences ou des athlètes directement pour apprendre justement aux acteurs du sport à gérer leurs réseaux sociaux et surtout atteindre leur objectif, c'est-à-dire que la marque apprenne à gérer ses réseaux sociaux et développer ses ventes, sa notoriété, que l'athlète apprenne à gérer ses réseaux sociaux pour trouver des partenariats, les mettre en avant, etc. Donc voilà. Ouais, mais déjà à l'époque, t'avais créé une formation, il me semble. Ouais, je l'ai refaite parce que du coup forcément avec les réseaux ça va vite et du coup je l'ai refaite et je l'ai reconstruite d'une manière à faire en sorte que les mises à jour réseaux sociaux ne me fassent pas refaire toute la formation entière en fait. Donc ouais, mais c'était l'idée de base, c'était ça. Mais je pense que quand on s'était parlé, c'était une formation qui était dédiée aux athlètes de haut niveau. Ouais. Là, du coup, je l'ai élargie. Après, j'adapte forcément en fonction du public, les exemples, etc. Mais l'idée, c'est de m'adresser aussi aux coachs sportifs, aux marques qui sont dans le sport, aux événements sportifs aussi, qui n'ont pas forcément toujours les moyens d'avoir un CM sur leurs événements. Donc voilà. Oui, puis un CM, ça se paye, quoi. Donc, forcément, pas tous les athlètes ont les moyens en tout cas, de s'en payer un, quoi. Souvent, leurs budgets sont ric-rac au niveau des coms. Après, c'est un peu souvent, quand j'échange avec eux, c'est un peu comment dire, le serpent qui se mord la queue, parce que finalement, ne pas communiquer n'attire, ça, en fait, ça n'attire, du coup, et c'est compliqué pour eux d'attirer à eux, même s'ils ont des bons résultats, d'attirer à eux comment dire, des nouveaux sponsors, des nouveaux partenaires, parce que voilà, aujourd'hui, en tout cas, les partenaires et les sponsors, ils ont besoin aussi d'être dans la lumière et de profiter un petit peu de la notoriété des athlètes qui sponsorisent. Donc forcément, il faut aussi, il faut s'y mettre, quoi. Mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Je le vois, ne serait-ce que moi pour mon podcast où du coup j'investis quand même beaucoup d'énergie dans le community management pour essayer de développer les épisodes et tout ça. Tu te rends compte qu'il faut quand même, voilà, il faut les nourrir, les réseaux sociaux. Ils sont boulimiques. Du coup, l'idée, voilà, c'est de donner un peu une formation un peu clé en main pour essayer de faire en sorte d'y passer justement le moins de temps, s'organiser pour y passer le moins de temps possible, mais que ce soit efficace et qu'il y ait des résultats derrière, quoi. Et de manière assez simple et ludique, il n'y a pas de blabla, de stratégie, etc. J'essaie d'aller à l'essentiel pour faire perdre du temps à personne, quoi, et en faire gagner, pour le coup. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est vrai qu'il n'y a pas de méthode vraiment magique puisque finalement les algorithmes ils évoluent très souvent. Et Oui, après, l'algorithme, c'est pas forcément, enfin, il y a une partie de ça, mais il y a aussi, est-ce que ce que je publie, ça intéresse mon audience? C'est surtout ça. On peut publier un carrousel, une photo, une story, un reel, peu importe le support, mais si ça intéresse pas, ça intéressera pas et ça fonctionnera pas. Donc en fait, le but, c'est surtout de trouver ce qui fonctionne et de le faire du coup et de surfer sur surtout le type de contenu qui fonctionne plutôt que le format ou à quelle heure je ouais, en publie, fait, etc. Enfin, voilà. je veux dire, c'est que ce qui fonctionne pour soi, en fait, c'est ça qui est important. C'est ça. Parce que Ouais. selon la cible qu'on a, et selon qui sont nos abonnés, on communique pas du tout de la même manière et pas dans la même façon de rédiger. Enfin voilà, quoi. Bon, alors parlons de votre mental. Forcément, on va y revenir un peu dessus. Alors, comment tu as évolué ces 3 dernières années, puisque bon voilà, t'étais chef d'entreprise, auto-entrepreneur. Enfin, on peut dire, il y a plein de mots qui peuvent définir un petit peu la manière dont on. Mais bon, en tout cas, tu travailles toute seule, tu travailles de chez toi, tu es ton propre patron, tu t'organises, tu as des clients à aller chercher, à satisfaire, etc. Du coup, du coup, ces 3 dernières années, du coup, t'es encore là. Souvent, on dit que les 3 premières années sont capitales pour une entreprise. La plupart des entreprises se cassent la gueule au bout de 3 ans. Ou en fait, ça devient compliqué. Toi, t'es encore là, donc ça veut dire que ton business model, il C'est clair. fonctionne bien. Ça, c'est bon signe. Et d'un point de vue mental, est-ce que tu as des choses que tu as réussi à faire évoluer alors, à l'époque, je t'avais certainement posé la définition du mot mental. Qu'est-ce que c'était pour toi? Je sais plus ce que tu avais répondu. Mais Non, c'est vrai. là, avec le recul de ces 3 années, est-ce que voilà, comment tu définirais toi le mental aujourd'hui dans ton aventure entrepreneuriale?
Bah, alors j'ai pas réécouté l'épisode de la dernière fois pour pas être influencée, comme je te disais par mes réponses, mais je pense que j'ai quand même pas mal changé ma vision des choses. C'est-à-dire que je pense que sur les 2 voire 3 premières années de mon entreprise, j'étais très dans la comparaison, regarder ce que faisaient les autres, etc. Et du coup, pour moi, tu vois, c'était vraiment faire de la perte, enfin, tu vois, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et pour moi, le mental, maintenant, je me suis plus réalignée avec moi, me dire que le mental, bon, la partie action, c'est-à-dire satisfaire mes clients, bosser pour mes clients, ça, j'ai pas, enfin, perso, c'est pas que j'ai pas besoin de mental, mais c'est que j'aime trop ce que je fais, donc en fait, c'est pas, tu vois, ça se fait naturellement. Mais je me suis plus réalignée avec le fait que je montais pas une boîte du CAC 40, enfin voilà, que j'avais pas besoin de toujours en faire plus, qu'il fallait que je m'écoute, que je choisisse aussi beaucoup plus les projets avec lesquels je suis alignée. Et donc voilà, et donc du coup j'ai un peu revu ça. J'ai eu un moment de doute aussi où j'ai hésité à passer en société parce que là je suis toujours en auto-entrepreneur. Il y a eu cette période-là aussi où j'étais en train de me dire ouais mais si je passe en société et que j'y arrive pas, comment je vais faire et blablabla. Et en fait je me suis écoutée, je me suis dit est-ce que t'as envie de ça, est-ce que t'as envie de gérer des humains, c'est quand même un autre métier aussi après de créer une société, de recruter des gens, ça devient une petite agence au final. Donc au final, il y a eu cette phase-là et je me suis dit non. Je me suis dit que j'avais pas envie de ça à ce moment-là, mais ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas eu, enfin, pas le cran de faire, mais je me serais peut-être pas autant écoutée au début, je pense. Alors que maintenant, j'essaie vraiment plus de m'écouter et je me dis, bah, le mental, c'est ok, mais il y a le corps aussi et il y a eu des moments où, bon, mon corps m'a un peu lâché parce que justement, je suis un peu trop allée dans le travail. Et en fait, maintenant, j'essaie justement de me reposer, de m'écouter là-dessus parce que, bah, tu vois, ça fait 5 ans et demi et là, on me force un petit peu à prendre des vacances cet été. Ça va être très cool et tout, mais tu vois, j'ai pas pris de vacances en 5 ans et demi. J'ai pas, je suis pas partie sans mon ordinateur plus de 3-4 jours en 5 ans et demi. Et donc là, cet été, je vais le faire. Donc tu vois, je suis un peu dans cette phase-là où le mental c'est cool, vouloir faire de la paire, vouloir faire du chiffre, toujours mieux, toujours plus, ok, mais pourquoi? Et au détriment de ta santé aussi parfois. Donc j'en suis un peu dans cette phase-là, quoi. Ah, ben justement, en fait, dans les premiers épisodes que j'avais fait, on parlait beaucoup de préparation mentale, de mental sous l'angle de la performance, mais aussi du bien-être. Là, j'aborde un petit peu plus régulièrement, enfin, cette partie un petit peu santé mentale dont on se soucie un petit peu plus depuis l'après-Covid. Comment tu soignes ta santé mentale entre guillemets parce que tu es quand même beaucoup sur les écrans, enfin voilà, c'est ce que tu disais, t'as pas pris de vacances depuis 5 ans, t'es pas parti sans ton ordinateur plus de 3 jours. Donc bon, visiblement tu prends des mesures drastiques cet été. Ouais. Bah, déjà, il y a eu une grosse étape. L'année dernière, j'ai vu une psy pendant 1 an. Je la voyais tous les mois. Clairement, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. C'est-à-dire que, tu vois, j'étais toujours dans il faut que tout soit parfait. Tu vois, j'ai du mal enfin, c'est pas que j'ai du mal à échouer, si, en vrai, j'ai du mal à échouer. J'accepte pas tu vois, il faut toujours que je donne tout et genre, échouer, c'est un peu dur. Tu sais, j'ai toujours été la première de la classe et machin, tu vois, faut que tout soit parfait, carré, un peu maniaque, très maniaque même. Et du coup, ça me pesait parce qu'en fait, je me foutais une pression de malade, mais tu vois, mais vraiment quand je te dis malade, c'était bon, désolé pour voilà, mais à en vomir, enfin vraiment avoir mal au ventre, à me tordre l'estomac, à vomir avant un événement de stress et tout, alors que au final, je vais à l'événement, tout se passe bien, tout le monde est content de mon travail et tout va bien, mais tu vois toujours à me mettre une pression de malade pour que tout soit plus que parfait. Et ça me travaillait quoi. Donc j'ai vu une psy par rapport à ça qui m'a aidé à relativiser, qui m'a aidé à prendre conscience en fait que bah tout était trop en fait. Je travaillais trop, c'était trop tout le temps, que je me posais absolument jamais et que enfin voilà quoi. Et donc du coup elle m'a donné pas mal d'exercices. Tu vois, je la voyais tous les mois, donc ça me permettait aussi de vider mon sac parce que comme tu dis, quand tu travailles tout seul chez toi, même si t'as des amis qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, bah tu vois, t'échanges pas non plus beaucoup à ce sujet-là. Et moi j'ai tendance à garder un peu tout à l'intérieur et ça se ressent sur mon corps en fait, c'est surtout ça en fait. Donc voilà, et du coup bah les mesures que j'ai prises, alors, quand je te dis que les mesures que j'ai prises, elles sont très récentes parce que j'étais sur un événement il y a pas plus tard que 2 semaines au Maroc et mon stockage de l'iPhone, tu vois, était saturé.
Donc j'ai airdroppé plein de photos et j'ai supprimé des applis et j'ai décidé la semaine dernière de ne pas les réinstaller. Donc type des applis de messagerie pour des clients, etc., des choses comme ça. Donc déjà première étape, ça. Ensuite, ça fait, je dirais 2-3 mois, c'est récent, hein, mais ça fait 2-3 mois que je n'ouvre plus mon ordi le week-end. Et ça, c'est pas, tu vois, enfin, ça fait quand même 5 ans hein, que je prends la décision que maintenant, mais voilà. Et ça, en vrai, ça m'a fait un bien fou, mais vraiment, je me rendais pas compte en fait, mais juste de checker tes mails ou tes messages, en fait, mine de rien, même si tu veux pas répondre tout de suite, bah ça te fait une charge mentale en plus, tu vois, parce que tu sais ce qui se passe ou ce qu'il faut que tu fasses ou lundi, blablabla. Donc ça, et j'essaie de faire plus de trucs manuels. Ça paraît bête, mais après moi je fonctionne comme ça. Et du coup, j'essaye aussi de faire plus de trucs manuels, genre de la peinture, des choses comme ça, parce que ça me sort un peu, ça me sort du travail, ça me permet de réfléchir, enfin de plus réfléchir justement parce que je réfléchis beaucoup trop. Et le sport. Le sport, clairement, faire du sport, c'est le truc qui me vide le plus la tête et qui me fait le plus de bien. Et j'avais un peu laissé de côté l'année dernière et même avant. Et du coup, là, je me retiens à toutes mes séances de paddle et de badminton et pour rester un peu Ouais, tu fais du paddle, paddle raquette. ouais, 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 c'est chouette, c'est chouette. Ouais, c'est très en vogue, hein. On en voit beaucoup, c'est Moi, je viens du badminton, ça fait 10 ans que je fais du badminton, donc j'étais obligée d'essayer et ça y est, je suis piquée. Donc, ça y est, t'es piqué. ouais. Oui, essayez encore. Bon, mais c'est chouette, en tout cas, de prendre conscience, donc du coup, bah, t'as quand même eu besoin voilà, d'être accompagné pour prendre conscience de tout ça, donc, souvent, le travail d'accompagnement, il est important, quoi, je veux dire, on arrive difficilement à trouver, en tout cas, les solutions par soi-même, ça arrive, mais en tout cas, sur certaines choses, il vaut mieux être accompagné, c'est sûr. Enfin, Ça permet de mieux les conscientiser, quoi. ouais, en fait, enfin moi, j'avais confiance de tout ça, mais je me rendais pas compte que c'était beaucoup trop, et je me rendais pas compte qu'en fait tout ça c'était responsable de douleurs ou quoi que je pouvais avoir dans mon corps ou quoi, enfin de problèmes pas des gros problèmes de santé, attention, mais de certains problèmes de santé que je pouvais avoir, et en fait c'est juste que quelqu'un d'autre me le dise et quelqu'un que je ne connais pas aussi, parce qu'il y a toujours papa, maman ou quoi qui vont dire bon Morgane lâche, mais bon c'est pas pareil. Mais du coup, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui se dit, mais vous vous rendez compte à quel point vous vous mettez une pression pour, alors que tout va bien, que vous faites, votre chiffre d'affaires ne fait que d'évoluer. Enfin, il y a rien de grave, tout va bien et on a l'impression que c'est la fin du monde quand on vous, et c'est vrai. Mais moi, je suis dans ma tête tout le temps, donc j'ai pas ce recul-là, quoi. Donc non, non, ça fait du bien et au final, les exercices ou quoi qu'elle me donne à faire, il y a rien de compliqué. J'aurais pu les trouver toute seule sur Internet, ça aurait pris 30 secondes, mais juste de me rendre compte de pourquoi j'étais comme ça, d'où ça venait aussi, ça permet aussi de faire un petit chemin sur ce côté-là, quoi. Ouais, mais se rendre, dans un cabinet, se poser, ça oblige à le faire, en fait. Ouais, On c'est se ça. pose. Et c'est aussi, enfin, au cas où il y en a qui nous écoutent, pardon, et qui ne savent pas, vous avez votre médecin traitant qui peut vous prescrire 12 séances à l'année et qui sont remboursées par la Sécu à 100%. C'est un nouveau dispositif et ça c'est, et pour le coup c'est pas mal parce que c'est vrai que bon, une séance par mois, enfin, faut pouvoir les financer, et moi bon, j'ai de l'anxiété, enfin voilà. Du coup le médecin m'avait prescrit ça et du coup c'est vrai que bah c'est toujours bon à savoir. Donc si jamais ça peut aider. Ouais, bah, je pense que c'est une bonne évolution, de pouvoir aller, voir quelqu'un pour se faire aider dans une période où on en a besoin, hein. Ça, ça, c'est sûr. Est-ce que quand tu es sur tes événements et que bah, du coup, tu échanges avec les sportifs, tu échanges un petit peu, sur, ta santé mentale ces derniers temps, en fait? Il y a énormément de sportifs qui en parlent de plus en plus souvent, qui disent que ils ont été en burn-out ou ils étaient en dépression après leur carrière. Est-ce que tu as l'occasion de parler un peu de ce genre de sujet avec des athlètes que tu croises? Bah, sur les derniers événements que j'ai faits, pour le coup, c'est beaucoup de trail, course à pied, etc. Donc pas forcément des athlètes de haut niveau. Ouais, mais quand même, il faut le faire. Oui, oui. Non, non, mais bien sûr. Mais c'est, enfin voilà. Mais la plupart du temps, sur les discussions que je peux avoir, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, notamment sur les événements que je fais au Maroc, qui sont souvent des événements donc avec bivouac, donc où on n'a pas forcément, enfin à part moi, mais où les participants n'ont pas internet, sont vraiment dans une bulle pendant une semaine à marcher ou courir dans le désert. Et pour le coup, ce qui en ressort souvent, c'est que les gens ont besoin de couper. Mais vraiment, il y a certaines personnes qui m'en parlent pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines là, qui m'en ont parlé
quand je faisais une interview pour les réseaux, je disais pourquoi t'as voulu participer à cet événement, et on m'a dit parce que j'en avais besoin, mais avec les yeux qui brillaient à deux doigts de pleurer, quoi. Et il y a pas mal de personnes, je pense, qui sont, pas pour tout le monde, hein, forcément, mais qui ont sûrement, je pense, un gros besoin de couper, parce que je pense qu'on est un peu dans une société où il faut faire toujours plus, où ça va toujours plus vite, il faut répondre vite à tes mails, à ton téléphone, la performance, etc. Et je pense que il y a, alors après, j'allais dire, c'est un peu un état général, mais parce que c'est les gens que je croise souvent sur les événements, mais il y a un peu ce mood-là où les gens ont un peu besoin de déconnecter, de revenir à soi, de savoir qui ils sont, de se réaligner avec ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie d'être et tout. Et moi, je le ressens comme ça, mais parce que je vais que sur des événements un peu dans ce style-là, donc forcément. Mais moi, c'est le ressenti que j'ai. Et moi, je le ressens aussi en moi. Là, je suis aussi à un point où je me dis bon, arrête d'en faire plus. Enfin, t'as qu'une vie en fait. Profite aussi, quoi, et fais des choses que t'aimes, et reviens à qui tu es, et profite des gens que t'aimes, sans vouloir travailler 7 jours sur 7, 24 sur 24, ça sert à rien. Ouais, après, c'est sûr que, après, quand on aime ce qu'on fait, qu'on est passionné, c'est vrai qu'on ressent peut-être pas peut-être comment dire, la même charge au départ. Parce qu'on est tellement passionné qu'on est dedans, quoi. Donc, Oui. Oui, et puis au départ, on lance sa boîte, forcément, on veut faire des chiffres, on veut en réussir à en vivre et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, quand ces cases-là sont cochées, que le business model est réglé, que c'est safe, que tout va bien, en fait, faut arrêter de se mettre trop la pression. Oui, il peut se passer des trucs, on peut perdre des clients, etc. Mais il y a toujours des solutions. Il y a rien de grave. Enfin, je veux dire, je suis en bonne santé. Enfin voilà, il y a aussi ce côté-là où je pense les gens ont besoin un peu de revenir un peu à l'essentiel, ce qui est important pour eux, et sans tout miser sur le travail, quoi. ouais, mais et puis un travail un peu où les réseaux, c'est prenant, quoi. Je veux dire, s'occuper des réseaux des gens, déjà, Bah ouais, il y a pas de pause le soir, il y a pas de pause le week-end, c'est ça. bah ouais, non, tu Les peux, réseaux, ouais, c'est ça. Ce serait une bonne idée, ça d'ailleurs, de mettre les réseaux sociaux en pause le week-end, là, si quelqu'un travaille chez Instagram ou Facebook. Mettre en pause comme ça. Et le week-end, se regarder les notifs. Non, je rigole. Peut-être qu'on y viendra un jour, hein. Il parle de supprimer ou de mettre en place des dispositifs pour remettre la lecture au goût du jour et que les enfants n'aillent pas trop sur TikTok. Bon, mais en tout cas, c'est super là, tout ce que tu nous partages là. C'est quoi si on revient un peu sur les événements que tu as pu vivre ces dernières années là, lequel a été le plus marquant pour toi? Marathon des Sables. Ah ouais. Ouais. J'ai fait 3 ans, et humainement, quoi. Patrick, ce qu'il a créé, c'est un monument, enfin, c'est immense, et tout, en fait, le staff, les bénévoles, les participants, enfin, Patrick, c'est un événement de dingue, et humainement, j'ai rencontré des gens incroyables, qui m'ont raconté leurs histoires, qui m'ont beaucoup fait pleurer sur les lignes d'arrivée ou sur le bivouac, et ouais, c'est l'événement qui m'a le plus marqué, et je pense qu'il va être compliqué à détrôner, quoi. Ouais, et puis qui j'ai comme souvenir je crois qu'il y a Sissi Cusso qui l'a fait le marathon des sables. Et il me semble qu'il y a une dame que j'ai interviewée aussi, qui est pas toute jeune, elle a 72 ans et je pense qu'elle l'a fait aussi, incroyable. Ah bah. Et je pense que du coup tu dois avoir plein de gens totalement divers et variés sur sur ce Ouais. genre d'événement. Ce qui est bien sur cet événement-là, c'est qu'en fait, enfin, tu t'es en short t-shirt, tu reviens à l'essentiel. Il y a plus de moi, je suis directeur d'une banque, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Tout le monde est au même niveau. T'as une cinquantaine de nationalités qui se côtoient et qui se mélangent, hommes, femmes. Tu reviens à l'essentiel, quoi. Manger, boire, et j'allais dire survivre, mais non, traverser le désert avec un sac de 10 kilos sur le dos, quoi. Et non, enfin, moi, tu vois, j'ai une personne, je faisais mes interviews, donc je faisais pas mal d'interviews, du coup, le matin et le soir sur le bivouac, pour les réseaux sociaux. Et il y a un monsieur qui l'a fait aveugle avec son guide, un papa avec sa fille de 16 ans, quelqu'un qui m'a dit j'étais sur mon lit d'hôpital il y a 2 ou 3 ans, on m'a dit que je marcherais plus jamais de ma vie, et là il le termine, il te tombe dans les bras sur la ligne d'arrivée en pleurant. Enfin, des leçons de vie tous les matins, tous les soirs, en faisant les interviews, et puis une gentillesse et une humanité de dingue. Les gens partagent avec toi. Ils ont leur sac avec, en fait, ils ont un nombre de calories obligatoire par jour. Et moi, je passe faire mes interviews, et moi, je mange au restaurant. Enfin, moi, je suis pas limitée, quoi. Je mange tranquillement mes tagines et tout.
Et il me dit, ah, tu veux du saucisson, machin, tu veux manger avec nous? Bah non, gardez pour vous. Enfin, vraiment, humainement, en fait, enfin, il faut le vivre pour, enfin, ouais, c'est un événement. Voilà, t'es en train de me donner envie de proposer mes services de bénévole, me faire des interviews. Alors, du coup, là, ça a changé d'organisation depuis cette année. Du coup, j'y travaille plus. Donc, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais en tout cas, ouais, sous l'ère de Patrick, c'était C'est chouette. Ah ouais, du coup, ça a changé d'organisation cette année? c'est les Alpha MDS qui ont racheté le MDS. Ah oui, ça j'en ai entendu parler. Eux aussi, ils font des marathons, mais pas que, mais en Espagne, un peu de parfois, Ouais, dans ils ont plusieurs. endroits. Non, je les connais pas toutes, mais c'est sur des plus petites distances. Mais ouais, c'est ça. Donc voilà. Ok. Et alors, est-ce que tu as des événements qui arrivent qui sont chouettes à annoncer? Ouais, bah là, je travaille depuis 2-3 mois avec l'Infinity Trail. Je sais pas si tu connais. Non, ça donne nom, ça me parle. C'est Maud et Fred, du coup, bah, que j'avais rencontré sur les réseaux à la base et après au Marathon des Sables et après à Ouais, l'UTMB. mode comment? Maud Debs. Ah bah oui, bah, je l'ai interviewé sur le podcast. Bon, voilà. Ouais. Donc, ils ont monté l'Infinity Trail. Donc, c'est une course sous format de boucle de 6,7 km que tu dois faire en moins d'une heure. Si tu la fais pas en moins d'une heure, t'es éliminé. Et c'est à l'infini, t'as un départ toutes les heures. Et pour la gagner, il faut qu'il n'en reste plus qu'un. Donc là, tu vois. Highlander. Comment? C'est le Highlander du trail. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, j'ai fait donc l'édition à Lens avec eux l'autre jour. Là, il y avait au Segor la semaine dernière, il y a 2-3 semaines. Il y a Dijon fin du mois de juin. Donc ils ont 6 éditions, même 7. Bientôt, ils en ouvrent une nouvelle bientôt là, en 2025. Donc ça, c'est un événement très très chouette parce que c'est pareil, tu peux courir avec des élites qui vont faire 60 tours, 70 tours non-stop et avec des personnes. Là, sur l'édition d'Osgore, il y avait une femme qui avait fait que 6 kilomètres dans sa vie. Elle a réussi à faire une boucle. Elle était trop fière et c'était trop beau aussi. Il y avait autant d'émotions que sur le dernier à 50 et quelques fois. Donc très très chouette comme événement. Donc ça, après je retourne sur l'UTMB normalement avec course épique. Tu sais Guillaume, je sais pas si tu le connais. UTMB, bah oui, c'est connu, UTMB. Avec Guillaume de course épique. Je sais pas si tu Ça me dit rien. Mais bon. restes sur la course à pied. Donc ça, trek au Maroc. Enfin voilà, je continue de vagabonder. Puis des petits événements sur Bordeaux, des choses comme ça. Ah ouais, à Bordeaux, c'est une ville dynamique aussi, hein. Il y a des choses. Ouais. Voilà, la semaine prochaine, je vais sur Primrose, c'est un tournoi de tennis, gros tournoi de tennis. Exact, avant Roland, généralement. Bah, c'est ça. Et, ah bah super, tu vas te régaler. Ouais, ouais, ça va être sympa. S'il fait beau. Parce que là, en ce moment, Bordeaux, c'est pas dingue. La pluie. Ouais, c'est pas dingue. Bon, après, Paris non plus. Alors, j'ai une question par rapport aux réseaux sociaux. Comment tu penses que les réseaux sociaux ils peuvent jouer un rôle dans la sensibilisation à la santé mentale dans le sport? Moi, je pense que sur ces dernières années, on l'a vu, notamment avec des athlètes de haut niveau qui ont pris la parole sur les sujets de la santé mentale. Enfin, en fait, comme sur le sport féminin ou le handisport, les réseaux sociaux, ça permet de donner la parole à plus de monde, de se faire entendre par plus de personnes. Et donc, via des athlètes qui vont un peu avoir des rôles modèles peut-être sur ces sujets-là, bah, de pouvoir en parler, que ce soit à d'autres athlètes sur l'importance de se préparer mentalement, à des gens, j'allais dire lambda, enfin comme toi et moi, tu vois, qui aimons ces sujets-là, ou à des enfants, des ados, etc., qui sont sur les réseaux. Donc oui, je pense que de toute façon les réseaux, alors il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi ce côté positif-là où tu peux en parler quand même plus facilement, tu peux parler à plus de personnes. Et après, on a aussi toute la partie, bah, tu vas avoir des coachs. Alors après, attention, moi, sur ces sujets-là, je suis un peu mitigée dans le sens où aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que tout le monde est coach de tout et de rien sur les réseaux sociaux, que ça soit sur la santé mentale ou de la nutrition ou du sport. Tu peux trouver des gens très très bien qui sont de très bons conseils et des gens qui on va dire qui se disent coach sportif, préparateur mental, développement personnel, blablabla, mais qui n'ont pas forcément les diplômes derrière ou quoi. Donc bon, faut faire le tri, hein. C'est comme dans la vraie vie, hein. Faut faire attention à qui on veut croire et enfin quel discours on écoute, mais je pense qu'il y a des choses bien à prendre. Après faut savoir se limiter aussi là-dessus parce que tu vois, si tu dis tu vas te former sur les réseaux, etc., sur la santé mentale et tout, mais que t'as un temps d'écran de 6 heures sur ton téléphone, tu vois, faut aussi, tu vois, c'est un peu contradictoire, quoi. Donc non, après c'est comme tout sur les réseaux, faut faire gaffe à ce qu'on écoute, quoi. C'est toujours comme dans la vraie vie, mais bon. Faut sélectionner parce que finalement,
l'algorithme, il apprend aussi à te montrer des choses que t'aimes voir, donc forcément, tu peux vite tomber en boucle sur des conneries. Ouais, c'est la problématique, surtout sur les Reels ou sur TikTok. Si pendant 5 minutes tu regardes que des vidéos de petits chiens, tu vas avoir des vidéos de petits chiens tout le long, quoi. C'est 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 marrant. mignon. Mais ouais, faut faire gaffe à ce qu'on regarde, à pas croire tout ce qu'on voit et surtout à pas y passer trop de temps, quoi. Mais maintenant, il y a les fonctionnalités sur Instagram, TikTok où on peut mettre enfin pas des chronomètres, mais des temps d'écran et après l'application se bloque automatiquement au bout de, je sais pas, 1 heure par jour ou quoi. Donc ça c'est pas mal, ça peut être une solution. Ah ouais, c'est pas mal. Bah, du coup, est-ce que tu me parles de solutions? Est-ce que tu as des conseils à partager à des jeunes athlètes sur la gestion de la pression et du stress qui peuvent être liés aux réseaux sociaux? Ouais. Aux réseaux sociaux par rapport à ce que eux voient, c'est ça tu veux dire plutôt? Bah là, tu nous as parlé un peu du temps d'écran, mais aussi ouais, par rapport à ce que eux voient, parce que Ouais. c'est vrai que bah, souvent il y a beaucoup de il y a de plus en plus de gens qui le disent, hein, même des influenceurs qui disent que faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, hein, je veux dire c'est la réalité à un instant T, mais que derrière c'est pas toujours le cas quoi. Ouais. Bah, je sais pas si j'ai beaucoup de conseils, mais déjà le premier conseil c'est de pas s'abonner aux gens, à des gens qui te font pas du bien mentalement. C'est-à-dire que je prends un exemple ultra cliché, je m'abonne qu'à des meufs qui sont ultra fit, qui ont des super abdos et tout, et ça me fait complexer à mort. Bah en fait, faut pas s'abonner à ces gens-là. Donc ça veut dire que si, je sais pas, je cherche, tu fais de l'athlétisme, tu suis tous tes concurrents sur les réseaux sociaux et tu te dis oh là là, elle a l'air trop forte, trop en forme par rapport à moi pour la compète dimanche, comment je vais faire? En fait, désabonne-toi. Enfin, c'est pas grave en fait de pas suivre ses concurrents ou quoi. Moi, je pense qu'il faut. En fait, on se fait du mal tout seul en suivant nous-mêmes des gens qui nous mettent des complexes ou qui nous mettent des peurs en tête, alors qu'en fait, on les aurait pas si on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, je pense déjà, faut pas se forcer à s'abonner à des gens comme ça. Et surtout, moi, je dis toujours un truc aux athlètes, c'est que genre ton objectif premier, c'est de performer sur le terrain, sur la piste. Enfin voilà, c'est de performer. Si tu performes, tu vas finir par te faire reconnaître par les médias, par les sponsors, et du coup, tes réseaux sociaux, t'as juste à faire une perf, tu peux exploser sur les réseaux. Donc en fait, moi je dis toujours, tu préfères être champion du monde ou avoir une médaille au JO, ou tu préfères avoir 10 000 followers sur les réseaux. Bah tu veux ta médaille, donc en fait, taffe à l'entraînement, taffe tout ça, taffe ton mental avec un coach, un préparateur mental, pour faire de la performance, et le reste ça suivra quoi. Mais je pense que c'est quand même secondaire et que alors c'est sûr, il y a la partie financement, matériel et tout qui va être importante, mais ça peut être fait sur un côté très sain de dire ok, je trouve des partenaires, je fais mes potes, etc. Mais je pense qu'il faut quand même continuer de se concentrer sur la prépa physique et mentale pour que tout suive. Et tu prends je sais pas, un Léon Marchand, il y a quelques années, ses réseaux, je sais pas du tout à combien il était. Il a fait ses perfs et bam, ses réseaux en moins d'une semaine, tout a explosé. Bah, je pense que c'est un peu ça qu'il faut garder en tête, quoi. Si c'est vraiment ton rêve, bah, enfin, ton rêve ou si t'es dedans, bah, concentre-toi sur la performance. La réponse, elle est sur le terrain tout le temps, de toute façon, et les réseaux, même si c'est important, ça reste secondaire et c'est pas la vraie vie non plus, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas non plus trop y passer de temps. Faut faire le minimum, quoi, le minimum vital, j'ai envie de dire. Ouais, surtout que en fait, si tu penses à la boucle elle est assez simple, c'est-à-dire à partir du moment où t'es performant, Tout se bon finit. bah voilà, derrière tu vas être suivi, tu peux être invité soit par la presse, soit par la télé. Et à partir du moment où tu es dans ces engrenages-là, derrière, automatiquement les gens, s'ils te connaissent pas, ils vont te chercher sur leur réseau. En fait, il suffit que tu sois un peu inspirant, ils te rajoutent et ça peut aller super vite. Hein. Ça peut aller super Après, vite. c'est pas forcément facile sur tous les sports, sur du sport féminin, Mm. sur du handisport, ça peut être plus compliqué. Donc là, c'est sûr qu'il faut travailler un peu les réseaux. Mais pas sur une journée se dire je vais passer 3 heures sur mes réseaux et 2 heures à l'entraînement. Enfin bon, je pense qu'il y a aucun athlète qui passe que 2 heures à l'entraînement par jour, mais voilà, faut quand même remettre les priorités au bon endroit et se dire bah ce qui est le plus important c'est quand même le terrain quoi. Justement, je trouve que là on parle de sport féminin. Je trouve qu'aujourd'hui, finalement, grâce au réseau, le sport féminin, il équilibre un petit peu la part médiatique qu'on lui offre pas sur d'autres médias en fait, notamment la télé, parce que finalement, sport féminin, on a plein d'athlètes performants, mais on a encore ce déséquilibre, je trouve, dans la médiatisation, mais grâce aux réseaux sociaux, finalement, les athlètes féminines, elles prennent la parole, elles se montrent plus. Enfin, je trouve que ça a créé un équilibre, ça en tout cas. Ouais, bah j'ai pas du tout de chiffre en tête, mais oui c'est sûr que ça a vachement amélioré les choses.
Après, il y a encore de la marge, même sur du sport masculin. Tu prends du sport masculin un peu médiatisé, je sais pas, de l'escalade, des sports comme ça. Tu prends du handisport, c'est encore très compliqué. Donc, je pense ça évolue, mais c'est sûr que bah, tu passes forcément à un moment par la performance pour faire parler de toi, quoi. C'est compliqué sinon de faire parler de toi sur les réseaux, même si je sais pas, t'as un job à côté, tu veux montrer ta double carrière et tout. Si tu performes pas, enfin, ça reste, j'allais dire normal. C'est un peu bizarre de dire ça, mais si tu performes pas, les gens vont pas forcément s'intéresser à toi. Je pense que ça passe quand même par la performance. Tu prends les frères Lebrun au tennis de table qui était pas forcément ultra médiatisé il y a quelques années. Ils font des performances de dingue, bah bam, ils sont ultra médiatisés, donc les réseaux, donc voilà. Mais comme tu dis, c'est un cercle vicieux. Mais je pense que le point de départ pour lancer la boucle, ça reste la performance sportive, quoi. Donc tu performes pas, ça va être compliqué que les médias s'intéressent à toi et que sur les réseaux on s'intéresse à toi et que les partenaires etc. Enfin, c'est un peu horrible de dire ça, mais malheureusement c'est un peu la vérité. Ouais, c'est ça, puisqu'aujourd'hui comment dire, parler d'investissement, on va dire les entreprises qui vont investir du sponsoring sur des athlètes, quelque part ils veulent une sorte de retour sur investissement en termes de visibilité, quoi. Enfin, en tout cas un minimum, quoi. Ok, bah écoute, c'était chouette de pouvoir échanger à nouveau avec toi, prendre de tes nouvelles, voir que bah tout va bien, que tu fais grandir en tout cas ton projet et que continue à aller vers l'avant avec une priorisation dans ta santé mentale. Ouais, c'est important. Pour durer. Ouais, ben souvent il y a l'expression des anciens, c'est pour voyager loin, il faut savoir ménager sa monture. Ah bah j'avais pas l'expression, désolé, j'aurais pas. Donc bah ouais, c'est un peu ça, quoi. Il faut aussi savoir aménager ses efforts, savoir s'économiser pour être là sur les bons combats aussi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, et puis on n'a qu'une vie, pour profiter aussi, pas que le travail dans la vie. Bon, en tout cas, Morgane, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Plaisir. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.